Bien, bonjour à tous et à toutes. Pour ce webinaire, le premier de l'année 2023, qui est organisé par la région Hauts-de-France, Ardennes. Donc, ce webinaire était à l'initiative de Paul au départ et de Bono, qui avait fait un premier webinaire sur ces sujets, sur les bilans carbone. Et donc, webinaire sur lesquels j'ai pu assister, je trouvais ça très intéressant et notamment par rapport au contexte énergétique et économique actuel et l'approche environnementale globale d'un projet d'éclairage. On a plein d'informations et c'est une approche qui est complètement novatrice. Donc j'ai sollicité Paul et Bruno pour qu'ils puissent nous faire leur présentation. Euh, voilà, donc je vais laisser la main à Paul qui va faire sa première présentation sur l'introduction sur les bilans carbone et ensuite Bruno fera sa présentation. Voilà, Paul, je te passe la main et puis bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Merci. Oui, merci Roger. Bonjour à toutes et tous. Oui, donc Roger nous a demandé, Bruno et moi, de refaire un peu ce qu'on avait présenté au mois d'octobre via le centre régional PACA sur les bilans carbone, qui fait suite à un travail qu'on a fait avec un stagiaire pour un peu dégrossir le sujet et notamment comment on pouvait appliquer les méthodos et puis ce qu'est le bilan carbone au domaine de l'éclairage public et qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui et vers quoi on va, quoi. Donc l'idée c'était de vous présenter en trois étapes. Déjà, ben, la notion d'enjeu, les enjeux et engagements nationaux et internationaux, hein. On est engagé, la France, dans le cadre d'engagements européens et mondiaux. Ensuite, quelques explicatifs. Alors, ça, je suis pas non plus un grand spécialiste du bilan carbone, donc l'idée c'est de vous présenter comment ça fonctionne, ce qu'il y a dedans, et puis sur quelles données on peut s'appuyer aujourd'hui, et notamment les limites de ces données et les problèmes que ça peut poser. Et puis après, dans le cadre de ce travail, on avait fait une petite transposition, mais très basique sur un projet d'éclairage public, en regardant ce qu'un projet d'aménagement d'éclairage public pouvait peser en termes de bilan carbone et de comparer un peu les équipements entre eux. Voilà. Donc, je vais vous présenter les différentes thématiques. Donc, pour présenter la question du bilan carbone, juste un peu d'historique et puis d'enjeux internationaux. En fait, on s'inscrit dans une continuité hein, depuis plus de 30 ans sur le sujet. Donc, j'ai gardé quelques éléments forts, notamment le protocole de Kyoto, qui avait commencé à mettre en place des premiers objectifs justement de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle internationale, et surtout une accélération depuis, et notamment les derniers accords, des derniers accords de Paris en 2016, oui, qui fixe globalement un objectif zéro émission nette. Donc l'idée, c'est que à terme, a priori, après, je dirais, on cible dans la deuxième moitié du 21e siècle de réduire, enfin que nos émissions ne dépassent pas ce qu'on est capable, ce que la planète est capable d'absorber. Donc, et ce scénario-là est défini par le GIEC pour limiter à 1,5 degré le réchauffement mondial de la planète. Voilà, donc ça c'est un engagement fort ratifié aujourd'hui par près de 200 pays et qui est décliné aujourd'hui alors à l'échelle européenne dans ce qu'on appelle le Green Deal, donc le pacte vert. Hein, donc vous avez ce schéma à droite qui définit globalement les objectifs. Vous avez la courbe qui est définie. On voit que les efforts qui ont été faits quand même depuis 30 ans payent pas mal, mais l'objectif fixé par l'Europe, c'est à terme, en 2050, d'être à zéro émission nette et qu'on compense globalement tout ce qu'on émet. Juste un petit chiffre pour représenter où on en est aujourd'hui. En 2019, on émettait à peu près 38 gigatonnes de CO2, alors que le potentiel d'absorption était à peu près évalué à 10 ou 11 gigatonnes. Donc il y a quand même un gap important à faire. Voilà. Alors ce qui est important aussi, c'est de dire que l'Europe a rendu ses objectifs de neutralité climatique, neutralité carbone, juridiquement contraignants. Donc l'ensemble des pays est obligé de se caler sur ces objectifs. Ce qui fait que en France, on est arrivé, là c'est pareil, après une succession d'un certain nombre de textes de loi à différents niveaux et depuis pas mal d'années,
en passant par la loi transition énergétique, croissance verte, etc., les plans climat qui sont un des outils de transposition sur les territoires de ces actions justement de lutte contre le changement climatique. Et puis, suite aux accords de Paris, la transposition dans la stratégie nationale bas carbone de l'État, qui reprend donc ses objectifs de neutralité carbone de la France en 2050, donc en application des accords de Paris. Donc voilà, donc on se situe dans ce contexte international et national sur l'ensemble des domaines, hein, ça s'applique à tout le monde. Donc l'éclairage public doit, enfin, a priori, doit mener, enfin, se mettre au service de cet objectif également. Alors juste quelques éléments, alors très rapides de définition, euh, parce que parfois on ne sait pas trop ce que c'est l'empreinte carbone, le bilan carbone, les BEGS, hein, les bilans d'émissions de gaz à effet de serre. En fait, le BEGS, c'est un outil. Hein, le bilan carbone, c'est une marque déposée, mais qui le BGS, c'est l'outil qui permet de calculer justement l'empreinte carbone d'un territoire. L'empreinte carbone, donc, c'est l'ensemble de l'impact qu'un territoire peut avoir sur le réchauffement climatique. Et on utilise un bilan d'émissions de gaz à effet de serre pour l'identifier. Il est identifié carbone parce que c'est l'indicateur qui permet de calculer cet impact, mais il prend en compte aussi d'autres gaz à effet de serre, et ils sont après étalonnés par rapport à leur pouvoir de réchauffement global, le PRG, de façon à tout recalculer en équivalent CO2. Donc par exemple, on a le méthane, le protoxyde d'azote, etc. Donc là, je rentre pas dans le détail, mais c'est vrai que on se focalise en général beaucoup plus sur le CO2 parce que il est quand même majoritaire en termes de rejet. Alors en France, les bilans de gaz à effet de serre sont devenus réglementaires suite à la loi de Grenelle 2 en 2010. Donc essentiellement pour les entreprises privées de plus de 500 salariés, les 250 salariés en Outre-mer, toutes les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, donc les métropoles, etc., les établissements publics de plus de 250 agents et l'État. Donc ça, c'est les obligations réglementaires qui existent depuis maintenant plus de 10 ans. Alors, juste la différence entre bilan carbone et analyse du cycle de vie, souvent on confond un peu les deux. Le bilan carbone, lui, consiste en une étude monocritère, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on regarde les émissions de gaz à effet de serre et on les évalue sur l'aspect carbone, hein, CO2, rejet CO2. Alors que l'ACV, l'analyse du cycle de vie, est beaucoup plus large puisqu'elle évalue d'autres critères que le simple rejet de gaz à effet de serre. Elle regarde la toxicité d'une solution pour l'homme, l'écotoxicité sur le milieu vivant, la diminution des ressources, etc., sur l'eau, l'occupation de l'espace, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus large, mais beaucoup plus représentatif aussi de l'impact d'un produit sur la planète. Donc un bilan carbone est plus rapide à interpréter puisqu'il y a un critère unique. Par contre, la CV est beaucoup plus large. Je prends juste un exemple. On peut avoir une action qui est ciblée bilan carbone, réduction du bilan carbone, qui va peut-être réduire son bilan carbone de 20%, mais si on ne regarde pas le côté ACV et les autres impacts, on peut avoir un impact écotoxique bien supérieur. Donc si on voulait vraiment être vraiment très précis, il faudrait faire cette analyse de cycle de vie systématiquement. Et c'est beaucoup plus compliqué. Alors deux exemples, par exemple, de bilan carbone, parce que dans l'idée, c'est bien de faire le bilan carbone, mais c'est surtout de trouver des solutions après pour limiter les émissions. Donc ici un exemple d'une collectivité qui a fait son bilan carbone, une collectivité de moins de 200 000 habitants. Bon, ben, on voit les postes les plus consommateurs, hein, c'est l'énergie des bâtiments, c'est tout ce qui est achat de biens et achat courant, et le poste de déplacement. Donc forcément, c'est là-dessus que la collectivité va essayer d'intervenir pour essayer d'améliorer son bilan carbone, donc réduire la consommation des bâtiments. Donc c'est souvent des actions, ça s'est lancé depuis longtemps. L'éco-responsabilité des achats, ou par exemple l'éco-mobilité pour la question des déplacements. Et c'est de régulièrement faire un suivi de ces évolutions. Un autre exemple sur une entreprise,
Une entreprise, là, on voit que son bilan carbone, majoritairement, l'impact, c'est le déplacement. C'est le déplacement des agents, le déplacement des commerciaux, etc. Donc, il faut travailler un maximum sur ces pistes-là. Et puis, la question aussi énergétique, forcément, hein, qui pèse quasiment pour un quart du bilan carbone. Voilà, donc c'est le principe. Bon, après, le calcul même du bilan carbone, c'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Et ça, il y a des bureaux d'études qui sont spécialisés là-dedans pour le faire. Alors, pardon. Les évolutions à venir. Alors, nous, on s'est intéressé au bilan carbone parce qu'on voit passer et on pressent quand même que c'est des choses qui vont commencer à rentrer dans notamment la commande publique, euh, d'ajouter, en fait, d'inciter les maîtres d'ouvrage publics à rajouter dans leurs critères de sélection des projets, au-delà de l'aspect technique et financier actuel, de rajouter c'est des choses qu'on commence à voir, des critères sur la performance environnementale du projet et des produits qui sont intégrés dans ce projet. Donc, à ce titre-là, il y a eu une modification du Code de l'environnement qui dit la commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits. Dans le domaine de la construction et de la rénovation du bâtiment, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage de carbone et veille au recours à des matériaux de réemploi issus de ressources renouvelables. Donc ça, je pense, Bruno, peut-être tu le repréciseras, puisque c'est des choses dont touchent directement la RE 2020 sur le bâtiment. Et en fait, la RE 2020 est le premier exemple de contractualisation, en quelque sorte, de ces bilans de gaz à effet de serre sur les projets neufs et sur les projets publics, je crois. Alors, forcément, comme on est un peu au début de la démarche et que tout n'est pas cadré, on retrouve des soucis euh, sur les données, parce qu'il faut un certain nombre de données pour faire un calcul de bilan carbone. Donc, et on peut remarquer, selon les données qu'on va récupérer sur certains projets, sur certains produits, des différentiels assez importants en fonction de la source de données que vous récupérez. Donc ça, c'est parfois, ça peut poser un gros problème. Là, je donne un exemple. Alors, ça n'a rien à voir avec l'éclairage, mais c'est la laine de verre. Pourtant, la laine de verre, c'est des produits qui sont pourtant assez bien cadrés. Vous verrez, on en parlera tout à l'heure. Selon le type de source, donc il y a ce qu'on appelle les FDES, donc c'est des fiches de déclaration environnementale des produits. Vous voyez que donc c'est les cubes bleus. Selon le fabricant, vous pouvez passer de 2 à 1, donc c'est des kilos, c'est des kilos de CO2 forcément par mètre carré, 2,5 à 6,7 pour le même produit, enfin un produit équivalent. Et par contre, si vous prenez ce qu'on appelle les données par défaut, si vous n'avez pas de données spécifiques fabricants, par exemple, là vous êtes à 8,6 parce que quelque part elles sont pénalisées parce que justement elles sont incertaines. Donc on en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça pose quand même un souci, je dirais, pour pouvoir comparer des offres et des projets entre eux, d'être sûr que tout le monde a à peu près les mêmes référentiels. Donc on parlera rapidement des bases de données disponibles, mais là il y a encore beaucoup de boulot. Et puis la nécessaire homogénéisation des méthodes, des outils et des données forcément pour qu'on puisse être sûr de juger des offres de façon équitable. Quelques exemples de données qu'on peut récupérer aujourd'hui, disponibles librement sur différentes plateformes. Donc déjà, il n'en existe pas qu'une seule, il en existe plusieurs. Il y a ce qu'on appelle la base carbone. Donc la base carbone, elle est administrée par l'ADEME, donc a priori quand même une référence en la matière et garant de neutralité. Alors je vous ai donné quelques exemples. Hein. Alors j'ai peut-être pas pris les exemples les plus stables aujourd'hui. Le coût enfin c'est pas le coût de l'électricité, c'est le coût carbone d'un kilowattheure d'électricité était fixé en 2021 à 0,057 kg de CO2 par kilowattheure et le prix de l'essence, le coût carbone de l'essence, pardon, du super 95 ou 98 à 84,7 kg de CO2. Donc, c'est des exemples qu'on peut retrouver dans la base et qui est actualisée. Donc la donnée 2022 doit être en ligne aujourd'hui. Donc ça, c'est pour la base carbone de l'ADEME. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la base IGNIES. Donc la base IGNIES, c'est la base de référence notamment de la RE 2020. C'est là-dedans qu'on a tout un tas de données des produits qu'on peut retrouver notamment sur le bâtiment, donc tous les produits de la fenêtre à l'isolant, etc. Donc
Elle est gérée par un comité technique et administrée par le CSTB, hein, donc le centre de, je dirais nos équivalents, nous CEREMA, mais côté bâtiment, donc un établissement public de l'État qui gère cette base de données et qui l'alimente et la tient à jour. Donc quelques exemples de ce que vous pouvez retrouver dans la base IGNIES. Donc là, il suffit d'ouvrir un compte hein, et puis vous y avez accès. Donc vous avez comme ça des produits de construction, sur des produits de façade, vous avez 349 fiches, cloisonnement, plafond, etc. Donc tout ça existe. Et on retrouve aussi des choses sur l'éclairage, puisque dans cette base IGNIES est intégré aussi de l'éclairage extérieur des bâtiments. Donc on a récupéré, nous, certaines données à partir de cette base dans la simulation que je vous présenterai à la fin. Alors, dans ces bases et au-delà, hein, auprès des fabricants, on peut récupérer différents types de fiches produits qui explicitent l'impact environnemental du produit. Vous avez ce qu'on appelle les FDES, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, ou les fiches EPD, déclaration environnementale produit. Alors c'est parfois un petit peu difficile de s'y retrouver, mais ces fiches en général sont faites, sont produites par les fabricants, donc assez détaillées. Encore faut-il qu'on ait là, je dirais, accès aux données de calcul de ces fiches pour avoir savoir sur quoi elles ont été basées pour le calcul de l'impact environnemental du produit. Et puis vous avez ce qu'on appelle les fiches PEP, profils environnementaux des produits, qui sont, elles, on va le voir tout à l'heure, déclinées à partir d'un processus bien établi. Donc, les déclarations environnementales des produits sont soit des déclarations individuelles, donc établies sous la responsabilité d'un industriel pour ses propres produits, hein, donc il établit ses fiches individuelles. Il y a une obligation de contrôle par une tierce partie, hein, donc pour les fiches PEP, on verra que c'est PEP, l'association PEP, j'ai oublié le nom, et puis vous avez aussi des données collectives, donc qui peuvent être établies sous la responsabilité d'un un syndicat professionnel ou un groupement d'industriels, plutôt que par des industriels individuellement. Voilà. Donc le souci, c'est que parfois on n'a pas systématiquement des données sur tout. Donc si on n'a pas de fiche de FDES ou de fiche PEP, on est bien obligé quand même de faire notre calcul de bilan carbone. Donc en fait, on a des données de substitution qui sont mises à disposition par l'État dans les bases de données, mais qui sont dites par défaut. Donc l'État donne une valeur par défaut, et comme elle est par défaut, elle n'est pas forcément très précise, donc par principe, elle est majorée, son impact est majoré justement pour intégrer cette incertitude sur la donnée. Donc elles sont assez défavorables en général dans le calcul, et vous le verrez tout à l'heure dans la simulation. Alors, quand maintenant on commence à regarder un peu la question de l'éclairage, nous on a regardé un petit peu ce qui existait sur l'EMA, le génie civil, les luminaires, etc. Et en fait, de ma vision, hein, de ce que j'en sais, mais peut-être qu'on n'a pas non plus été exhaustif, ce qui est aujourd'hui le mieux cadré concerne les luminaires. Pourquoi? Parce que les luminaires suivent une démarche qui est bien définie, bien cadrée, euh, par la démarche en fait de PCR. En fait, le PCR secteur, donc le PCR secteur, c'est, je dirais, le cahier des charges général qui va encadrer toutes les calculs de définition des calculs de bilan carbone de produits qui consomment de l'électricité ou des produits électroniques, les fameux D3E, quoi. Donc, ils sont encadrés par ce PCR qui définit les règles générales. Et à partir de ce PCR, c'est une sorte de charte hein, qui décrit la méthodo, sont déclinés des PEP, des PSR, pardon, des PSR qui en fait sont dédiés, sont des règles spécifiques à des catégories de produits. Donc parmi les D3E, on va retrouver les luminaires, et ces luminaires donc vont faire l'objet d'un PSR spécifique qui a été établi il y a quelques années, notamment sous l'égide du syndicat de l'éclairage. Donc normalement, tous les fabricants de luminaires qui font un calcul, l'association dont je parlais, c'est EcoPassport, pardon. Donc tous les fabricants qui calculent les fiches environnementales produits donc doivent suivre ce programme, ce PSR, de façon à appliquer les règles spécifiques aux luminaires de calcul d'un impact environnemental d'un luminaire.
Alors, euh, bon, ça c'est pour voir le référentiel, hein, il y a forcément tout un tas de référentiels normatifs. J'en parlerai aussi un petit peu tout à l'heure des fiches PEP, hein, donc qui respectent globalement, qui s'inscrivent dans des cadres normatifs généraux. Mais pour revenir donc au PSR luminaire, en fait, on va retrouver des critères de façon à pouvoir calculer de façon homogène pour chaque fabricant un produit. Alors, c'est parfois difficile de pouvoir comparer des luminaires qui ne consomment pas la même chose, qui ne produisent pas la même lumière, etc. Donc, le PSR met en place ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle. Donc, l'unité fonctionnelle va être je dirais, le référentiel, l'unité de mesure qui va être utilisée par tout le monde pour comparer les produits, enfin pour dimensionner l'impact environnemental du produit et qui va permettre de les comparer entre eux. Donc, je prends un exemple qui n'est pas de l'éclairage, mais si une tonne de ciment, 1 mètre carré de toiture ou une machine à laver, l'unité fonctionnelle pourrait, pour la machine à laver, par exemple, laver 1 kilo de linge 225 fois par an pendant 10 ans. Ben, pour le luminaire, en fait, ce qui est donné dans le PSR, c'est on va établir le bilan carbone du luminaire sur la base d'un flux lumineux artificiel ramené à 1000 lumens par principe, hein, tout le monde se cale là-dessus, et pour une durée de vie de référence de 35 000 heures. Donc avec ce référentiel-là, tout le monde doit le calculer, permettre de comparer les luminaires entre eux. Après, quand on veut vraiment calculer le luminaire spécifique, à ce moment-là, on rapplique un coefficient. Si par exemple le luminaire émet 6500 lumens, eh ben, il y aura un rapport de 6,5 par rapport à l'unité fonctionnelle. Et la durée de vie proportionnellement aux 35 000 heures qui ont été définies. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc chaque produit, mais ça c'est pas spécifique au luminaire, chaque produit a son unité fonctionnelle et globalement c'est son référentiel de durée de vie. Donc c'est là-dessus qu'on va calculer le bilan carbone des produits. Alors pour votre info, quelques normes qui définissent l'ensemble des, mais il y en a une palanquée. Et là je suis pas spécialiste, donc je voudrais pas être exhaustif sur ce sujet. Là, il faut se renvoyer aux spécialistes des bilans carbone. Ensuite, pour le calcul, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle les scopes. Donc, les scopes, c'est globalement des lots de calcul des différents types d'impacts environnementaux des produits. Donc, on a le scope 1 qui est ce qu'on appelle les émissions directes. Hein. Les émissions directes, c'est les émissions, par exemple, sur un territoire ou un organisme, ben, c'est sa consommation, la consommation de gaz, par exemple, d'une entreprise ou la consommation de carburant des véhicules de l'entreprise. Ça, c'est le scope 1. Dans le scope 2, on a ce qu'on appelle les émissions indirectes. Donc, par exemple, on fabrique un luminaire. Ben, l'émission indirecte, ça va être sa consommation pendant sa durée de vie. Tout ce qu'il va consommer sera intégré dans les émissions indirectes du scope 2. Et ensuite, le scope 3, alors il y a amont et aval, c'est avant et après la fabrication du produit. Ben, c'est tout ce qui dépend pour l'entreprise, du fonctionnement de l'entreprise, le transport des salariés par exemple, la fin de vie des produits, etc. Donc vous avez en bas le schéma hein, du cycle de vie, depuis la matière première qu'on extrait, la conception, la distribution, l'usage, la fin de vie, et le cycle de valorisation. Donc voilà, ces trois scopes, on les retrouve systématiquement dans les calculs. Alors parfois, il n'y a pas forcément de scope systématiquement, mais enfin les trois, mais ils sont référencés de cette façon-là. Alors la frontière est parfois un peu difficile à trouver entre eux, mais on a essayé d'appliquer ça sur un projet d'éclairage. Donc voilà une illustration de ce que ça représente. Donc ça, voilà, vous avez quelques exemples. Hein. Le scope 1, ben, c'est les véhicules d'entreprise, les sources de combustion, etc. Scope 2, c'est ce que je disais, la consommation d'électricité. Et le scope 3, ben, par exemple, les déplacements professionnels des agents d'entreprise, le transport de marchandises, etc. Alors, pour finir la présentation, on a essayé de faire l'exercice de transposition, mais de façon très, très basique. Hein. On n'a pas la prétention d'avoir fait un travail exhaustif et très, très pointu, vu le temps qui était dédié à ce projet. Mais on a décomposé en fait un projet d'éclairage et on a essayé de voir, d'évaluer le bilan carbone de chaque élément composant le projet d'éclairage. Donc on a pris par exemple un projet d'une vingtaine de luminaires LED, avec une puissance dédiée, etc. 20 mâts en acier galvanisé, donc on a fait ce choix-là, mais on aurait pu faire un autre choix.
700 mètres linéaires de câblage, donc 700 mètres linéaires de tranchées, et puis 20 massifs d'ancrage. Hein, globalement, un projet standard, de façon à essayer après d'évaluer le coût carbone de chaque équipement ou de chaque partie du projet. Donc, on a pu récupérer à ce moment-là différents types de données pour illustrer ce bilan. Donc, on avait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des fiches PEP, donc issues du PSR luminaire, hein, donc des fiches PEP des fabricants, donc des choses assez précises, assez pointues, normalement donc prises sur le référentiel PSR luminaire. Ensuite, des fiches environnementales produits, mais par défaut, donc des valeurs par défaut, pardon, des mâts 8 mètres. On a eu quelques difficultés à obtenir des valeurs sur les mâts, donc on a pris une valeur par défaut, mais c'était aussi un peu pour faire l'exercice, pour voir un peu ce que ça donnait. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'elles sont quand même bien surévaluées par rapport à d'autres données qu'on a pu récupérer après. Le facteur d'émission d'un mètre linéaire de câble cuivre, ça je crois qu'on l'a récupéré sur la base IGNIES, il me semble, ou la base ADEME, je sais plus. Pareil pour le mètre cube de gravat, et puis une fiche environnementale, une FDES pour le mètre cube de béton, pour par exemple les massifs d'ancrage. Voilà, donc on a fait cet exercice-là. Simplement, donc dans le détail, ça donne, voilà, on a décomposé, mais sans vouloir faire un vrai bilan carbone, mais on a décomposé par scope en fait les différentes parties du projet, donc ce qui est génie civil en scope 3, fourniture d'équipement scope 3, la consommation d'énergie, on voit bien qu'elle est dans scope 2, etc. Et avec disons, le référentiel de comparaison, l'unité fonctionnelle pour les luminaires par exemple, ou la durée de vie de référence du projet quand on veut calculer sur l'ensemble de la durée de vie de l'installation. Alors ça donne, bon je ne vais pas rentrer dans le détail des calculs, mais globalement on avait un facteur d'émission par élément, rapporté au nombre d'éléments. Bah, ça nous donnait donc un mât de 8 mètres. Alors la référence 8 mètres, vous ne la trouvez pas forcément dans la base de données, vous allez trouver quelque chose comme 7 à 10 mètres, hein, donc ça reste assez évasif. Donc faute de données précises, on avait cette valeur-là, donc on l'a multiplié forcément par 21. Le luminaire, on avait le bilan carbone du luminaire 111 watts qui avait été retenu. Et puis un autre il y avait un autre type de luminaire LED, 159 watts, je trouve que les valeurs sont un peu fortes quand même, mais bon. La câblette de cuivre, le câble, etc. Donc tous ces éléments-là avaient été évalués pour un total coût CO2 de la partie fourniture des équipements. Là, on est sur le scope 3 amont, donc la partie fabrication des produits. Ensuite, on a calculé le génie civil, massif d'ancrage, tranchée, couche bitume. Donc là aussi, on est dans le scope 3 avec une évaluation en tonnes CO2. Et puis après, dans le scope 2, la consommation des luminaires avec de l'abaissement, etc. On arrivait à un coût carbone de près de 6 tonnes CO2. Donc voilà, quand on fait le bilan de l'ensemble, alors ne prenez pas les chiffres vraiment pour argent comptant, hein, ce sont vraiment des estimations faites avec des données assez disparates et comme je vous l'ai dit, parfois des données par défaut. Donc on a trouvé en comparant les différents éléments que ce qui pèse le plus sur le bilan global du projet, c'est les tranchées, la réalisation des tranchées, le génie civil. C'est aussi, alors de façon assez bizarre, le mât, alors du fait justement de cette valeur prise par défaut, donc avec une majoration de la donnée, du fait justement qu'elle est prise par défaut, ce que je disais tout à l'heure. Donc là, il y a une grosse incertitude sur cette valeur-là, donc forcément, le pourcentage de 22%, à mon avis, il est surdimensionné, mais ça demanderait des études complémentaires. L'usage du luminaire, donc c'est la partie consommation. Elle, sur les deux luminaires, on serait à 21%. Donc, on voit que la consommation sur le bilan carbone, elle pèse quand même pas mal. Donc, c'est pas neutre quand on parle d'économie d'énergie. Voilà, donc c'est les éléments forts. Et puis, on a aussi une incertitude sur le fourreau qui, avec la valeur qui nous était donnée, est à 12% du projet, ce qui nous paraît quand même assez fort, malgré que ça soit quand même du plastique, a priori. Donc,
enfin du PVC, je sais plus, donc quelque chose qui est peut-être assez pénalisé au niveau environnemental. Voilà, mais ce sont vraiment des données, voilà, ce sont des pourcentages vraiment théoriques à prendre vraiment avec du recul. Et l'idée, c'est qu'on puisse continuer, nous, ce travail à faire sur des projets en prenant des données beaucoup plus précises, beaucoup plus pointues. Mais ça permet déjà de donner une idée je dirais, des grands enjeux d'un projet d'éclairage public, à la fois sur les équipements, sur sa durée de vie, etc. Voilà, j'en ai fini sur la présentation. Oui, il y a une question avant que tu démarres là, sur le calcul. Je crois qu'il y a pas mal d'outils en ligne qui existent. Bon, nous, c'est un simple calcul Excel, mais je crois qu'il existe des outils en ligne pour faire des simulations. Bon, j'ai pas les noms en tête, Ouais, mais je crois qu'il y en a un sur il en l'ADEME. existe. Ouais. L'ADEME a un outil pour le faire. Sinon, il y a Equalizer qui marche très bien. Je vous le mets. Ceux qui parlent flamand seront contents. En plus, vous êtes voisins, vous. Parce qu'à la base, il est en néerlandais. Mais vous pouvez le mettre en français. Je crois que c'est des Belges qui ont développé ça. Il n'est pas en carbone, il est en millipoints. Et ça me fait du coup une bonne transition pour passer à la suite. Donc, je vais parler un petit peu RE 2020. Ça va peut-être parler s'il y a du monde aujourd'hui qui travaille ailleurs que dans l'éclairage, notamment avec un petit peu de bâtiment. Comptage carbone, ça c'est Paul a à peu près tout dit. Et puis on va parler aussi un petit peu analyse de cycle de vie. Vous allez voir pourquoi RE 2020. Je vais pas être trop long parce que la présentation durait une demi-heure la dernière fois. Je vais essayer de garder de la place pour les questions. Et sur certaines diapos, si je vais très vite, comme il y aura un replay, vous pourrez le repasser au ralenti. Et puis parallèlement, je vais aussi, je crois que j'ai déjà envoyé la présentation, mais s'il faut, je la renverrai. Comme ça, vous aurez les éléments et les diapos cachés aussi, parce qu'il y a des choses que je ne vais pas vous montrer là pour pas perdre de temps. Juste pour revenir sur la question du contexte énergétique et climatique, ce qu'il faut bien voir, c'est ce qu'on consomme comme énergie. En France, l'énergie finale, donc celle que vous allez acheter directement à votre fournisseur, elle dépend en France pratiquement à moitié de produits pétroliers. Aux trois quarts en tout, c'est du fossile, c'est-à-dire pétrole, gaz et charbon un petit peu derrière, pas grand-chose. Et l'électricité, c'est un quart du sujet. Et dans l'électricité, ce que vous avez à droite, c'est 2 tiers de nucléaire, 12% d'hydraulique, du vent, du gaz et puis des bricoles derrière. Dans les bricoles, je mets le solaire et puis d'autres trucs. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on va travailler sur les questions de carbone, en France, en fait, on va avoir un mix énergétique pour produire l'électricité qui va être faiblement carboné. Donc si vous regardez ce que font nos voisins européens, vous risquez d'avoir des résultats qui sont un petit peu différents, notamment l'impact de l'usage sur le cycle de vie, puisque comme nous, on a une électricité qui se balade entre 60 et 100 grammes de CO2 par kilowattheure, là où les Allemands sont entre 3 et 500 et puis les Polonais à 800, forcément, comme il y a un facteur 10, en gros, entre le moins carboné, le kilowattheure le moins carboné et le plus carboné, forcément, la phase d'usage ne va pas peser pareil, toujours en carbone. Donc ça, c'est à avoir en tête. Pareil, quand on va régler des problèmes d'électricité, on va régler des problèmes uniquement sur un quart du mix énergétique français. Tout ce qui n'est pas de l'électricité, ça va être consommé par le chauffage des bâtiments, les transports et l'industrie en grande partie, puisque l'industrie ne fonctionne pas qu'à l'électricité. Sur la question climatique, donc Paul en a parlé tout à l'heure. Si vous vous intéressez à ce que publie le GIEC, donc en 2 mots, le GIEC n'est pas un labo, le GIEC n'est pas une ONG. Le GIEC, c'est un groupement intergouvernemental qui s'occupe d'évolution du climat, dans lequel il y a des experts, mais il est intergouvernemental. C'est les gouvernements qui l'ont créé, c'est les gouvernements qui signent les rapports, même s'ils sont établis par des experts. Et ces experts-là sont désignés pour faire un état de l'art, c'est-à-dire que le GIEC ne produit rien à part une synthèse. Donc cette synthèse-là, c'est 3 groupes de travail, c'est quelques dizaines de milliers de papiers scientifiques qui ont été publiés dans des revues à comité de lecture qui sont synthétisés. Dans les rapports, vous avez pour chaque groupe de travail un résumé en quelques dizaines de pages, 40-50 pages. En anglais, les traductions françaises sont parues. Vous avez un super fascicule qui est sorti, qui est sur le site du GIEC. D'ailleurs, je l'ai sur mon bureau. Je ne vous ai pas mis la diapo, mais vous avez celui-là, Changement climatique 2021, résumé pour tous. Vous pouvez le trouver sur le site du GIEC et il est en français.
Et sinon, vous avez des sites de vulgarisation qui sont très bons, dont Bon Pote. Si vous voulez le résumé du résumé du résumé, il existe en version post-it, ça se réchauffe, c'est de notre faute, c'est-à-dire nous les humains. Oui, on en est sûr, oui, c'est grave, et oui, on peut encore faire quelque chose. Euh, ça, c'était pour la question climat. Je vous invite à aller regarder d'un petit peu plus près pour avoir des données factuelles, parce qu'il y a beaucoup de cacophonie. L'avantage du GIEC, c'est que eux sont obligés d'être factuels et ils font pas de politique. Bon, la revue de presse, je passe dessus, c'est les petites choses qu'on entendait. Et pourquoi est-ce que la question climatique, enfin, qu'est-ce qu'on a comme lien entre le climat et l'énergie pour nous, Européens, pas uniquement Français? On veut faire des économies d'énergie parce que ça va coûter un petit peu moins cher. On veut préserver le climat parce qu'on se dit que ce serait peut-être pas mal quand même, comme on n'a pas de planète B, d'avoir une planète à peu près vivable. Et il y a les questions d'indépendance énergétique. Là, maintenant, c'est plus du tout un secret. On a vu que Vladimir, il était capable de nous mettre un petit peu la misère et il en a encore sous le pied. Alors, tout ça, ça nous amène aux limites, aux réglementations dans les bâtiments. Et j'ai volontairement mis les réglementations au sens large et le bâtiment au sens large, parce que c'est ce qu'on entend le plus. Et en réalité, les réglementations dont on parle principalement, ce sont des réglementations qui s'appliquent aux bâtiments neufs. Je parle bien réglementation, hein, pas les lois. Et les réglementations qui s'appliquent aux bâtiments neufs, elles ont permis de 1970 jusqu'à aujourd'hui et même jusqu'en 2030, si on regarde les objectifs des réglementations actuelles, de faire baisser la consommation des bâtiments neufs. Alors là, c'est pris sur le résidentiel, mais c'est valable aussi dans le tertiaire. Donc la consommation des bâtiments neufs baisse depuis 50 ans. Or, les bâtiments qui ont été construits il y a 50 ans, eux, sont toujours hors de terre. Donc on a encore des bâtiments qui consomment beaucoup, ce qu'on appelle des passoires énergétiques, et qui ne sont pas soumis à l'évolution des réglementations, puisque ça concerne uniquement les bâtiments qui vont être livrés. Néanmoins, ça veut dire qu'aujourd'hui, les bâtiments qu'on a consomment de moins en moins. Alors, qu'est-ce qu'on consomme dans un bâtiment? Pardon. Pourquoi on réglemente? Pareil, je passe rapidement. À l'échelle nationale, c'est qu'on veut éviter d'importer trop d'énergie parce que ça fracasse notre balance commerciale. Si vous regardez les chiffres du ministère de l'économie, d'ailleurs, qui sont sortis récemment, la balance commerciale a encore pris une gifle l'an dernier à cause du prix du baril et du mètre cube de gaz. On veut aussi lutter contre la crise climatique, officiellement, et améliorer la compétitivité de nos industriels, puisque si, nos industriels tournant avec de l'énergie importée, si on arrive à les rendre plus sobres ou en tout cas plus efficaces, puisque eux sont quand même obligés de produire, on va améliorer leur compétitivité. Et à l'intérieur d'un bâtiment pour les occupants, on va améliorer le confort, hiver comme été, c'est-à-dire éviter les surchauffes, diminuer les dépenses pour les ménages ou pour les occupants, les entreprises, les collectivités, etc. Et améliorer aussi la résilience face au changement climatique, c'est-à-dire la capacité d'adaptation et d'encaissement des grosses canicules, des gros coups de froid, etc. Le calendrier de déploiement, bon, je ne m'attarde pas dessus. L'Aéro 2020 est en train d'être déployé. Elle concerne les bâtiments résidentiels, les bâtiments de bureaux, l'enseignement primaire secondaire, et puis je crois que c'est à peu près tout pour l'instant. Et le reste arrivera ultérieurement, ultérieurement étant le terme officiel. Donc les deux réglementations vont cohabiter pour le neuf toujours. Les limites à bien avoir en tête pour ceux qui travaillent dans le bâtiment, la réglementation thermique ou la réglementation environnementale maintenant ne permet pas de concevoir le bâtiment, ne permet pas de prévoir des consommations, ne permet pas de simuler le confort d'été. Elle permet juste de respecter la loi. Alors à l'intérieur de la réglementation, il y a des calculs qui parlent de consommation, de conception et de confort d'été. Ces calculs sont faits sur des cas conventionnels qui ne correspondent en rien au cas de la réalité. C'est juste des cas moyens. Mais si je fais une moyenne, ça peut être l'utilisation d'une école neuve va être tout sauf le cas conventionnel. On va être plus ou moins proche, mais pas forcément dans le cas conventionnel. Ça sert uniquement à respecter la loi. Donc si vous êtes chargé de passer des marchés de bâtiments, respecter la réglementation, c'est juste une obligation réglementaire. C'est comme permettre à un fauteuil roulant de rentrer dans le bâtiment. C'est rien de plus. Alors ça demande beaucoup de travail derrière, mais c'est pas votre problème. Vous, il faut que vous expliquiez bien de quoi vous allez avoir besoin dans votre bâtiment. Bon, il y a plein de critères exigibles, mais ceux qui sont importants, c'est que, c'est pour ça qu'on parle de la RE 2020 aujourd'hui, c'est qu'elle va parler d'émissions de carbone. Et on a donc des critères qui s'appellent IC, impact carbone ou impact climatique.
d'émissions de carbone qui sont liées à l'utilisation de l'énergie dans le bâtiment ou à la construction du bâtiment. En fait, c'est ces critères-là qui font que on dit que la réglementation qui était antérieurement une réglementation thermique est devenue une réglementation environnementale. Parce que dans la réglementation, on va vérifier dans des cas conventionnels pour pouvoir comparer des choses, pour pouvoir comparer une école à Marseille et une école à Dunkerque. Il faut qu'on ait des choses qui soient plus ou moins comparables. Et donc, on utilise des cas conventionnels pour calculer ces émissions de carbone qui sont liées à la consommation d'énergie du bâtiment pendant sa durée de vie et puis à sa construction. On a également des critères qui sont calculés à titre indicatif. L'impact sur le changement climatique du bâtiment en entier, on élargit un petit peu le spectre et on regarde d'autres aspects que uniquement la consommation d'énergie en utilisation et la construction. Par exemple, l'utilisation de l'eau sur le chantier, puis je crois pendant la durée de vie, les émissions de la parcelle, et les émissions positives ou négatives de la parcelle, etc. Et on indique aussi le carbone stocké dans le bâtiment. Si vous utilisez des matériaux biosourcés, typiquement de la structure bois, vous allez stocker du carbone. Donc ça, on l'indique, mais il n'y a pas de critères, il n'y a pas de limite dessus. Quand je veux limiter le besoin dans le bâtiment, c'est ce qu'il y a dans la réglementation, je vais devoir prendre en compte le besoin en chauffage, le besoin en clim et le besoin en éclairage. Alors pourquoi est-ce qu'on met le besoin en éclairage? Parce que si je prends des bâtiments neufs, aujourd'hui, je saute vite fait ça, on n'en a pas forcément besoin pour l'instant, je reviendrai juste après dessus, juste pour qu'on comprenne bien où est l'éclairage là-dedans. Dans un bâtiment résidentiel, l'éclairage, c'est à peu près 12% dans le cas dans lequel on a fait le calcul, donc comptez autour de 10%. Donc l'éclairage n'est pas un sujet dans le résidentiel. En revanche, dans le tertiaire, l'éclairage est très important. En fait, la production d'eau chaude sanitaire dans le résidentiel et l'éclairage dans le tertiaire, c'est deux thèmes. Si vous regardez, on fait beaucoup d'eau chaude sanitaire et un petit peu d'éclairage dans le résidentiel, et un peu d'eau chaude sanitaire et beaucoup d'éclairage dans le tertiaire. Et, euh, et donc, ça veut dire que quand on va se poser les questions d'éclairage, elles vont vraiment se poser dans le tertiaire. Si vous vous rappelez les plans de sobriété qui ont été proposés par exemple par le gouvernement ou l'Association des maires de France, ça a été de couper l'eau chaude au bureau et d'éteindre la lumière à la maison. Donc on avait exactement fait le contraire de ce qui aurait servi à quelque chose. Mais évidemment, si on coupe l'eau chaude à la maison et la lumière au bureau, on va se disputer avec les gens. Je reviens juste du coup sur ces questions de carbone dans la réglementation. Euh, donc, on a plein d'indices carbone. Voilà à quoi ressemble la réglementation. C'est pour ça que tout le monde la trouve compliquée, c'est parce qu'elle est compliquée. Et parmi tous ces indices carbone, en fait, il n'y a que ceux qui sont en rouge qui sont contraints, ceux qui sont en violet sont indicatifs, et ceux qui sont en gris sont même pas demandés. C'est-à-dire qu'on va peut-être les calculer, mais juste comme ça, juste pour se faire plaisir. L'ARE 2020 annonce une baisse des émissions de carbone liées à l'utilisation de l'énergie ou à la construction dans les années qui viennent. Donc vous voyez les évolutions. Pour les maisons individuelles, par exemple, la consommation d'énergie ne doit pas engendrer d'émissions de carbone supérieures au seuil de 2028 dès maintenant. Dans le logement collectif, ça met un petit peu plus longtemps. Et à la construction, on voit que ça baisse. Et idem, on est un petit peu plus contraignant sur les maisons individuelles que sur les logements collectifs. Donc ça, c'est les émissions à la construction. Ça veut dire privilégier, mettre un peu moins de béton, c'est-à-dire soit du béton un peu plus léger, soit en le disposant un petit peu mieux, ou carrément en le remplaçant par de l'ossature bois, par exemple. Alors, j'en viens à justement l'analyse de cycle de vie. Paul l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de critères qu'on peut utiliser dans une analyse de cycle de vie. Je vous ai mis les premiers, en fait, on peut en mettre plein. En général, quand on fait une ACV, on va choisir les critères qui nous semblent pertinents selon ce qu'on fait. Et puis surtout, le cycle de vie, c'est production. Alors pour un bâtiment, ça va être sa construction, l'exploitation et la fin de vie. Il y a un moment où il va falloir le démonter, le bâtiment. Et l'analyse de cycle de vie s'applique à tout. Vous prenez une machine à café, une voiture ou un stylo, vous pouvez faire une analyse de cycle de vie dessus. Et donc on aura une phase de production, une phase d'utilisation, éventuellement d'exploitation, et puis la fin de vie. Dans la RE 2020, ce qu'on a gardé, c'est uniquement les émissions de gaz à effet de serre, et de carbone en particulier, puisqu'il n'y a pas de méthane émis par les bâtiments, ou de protoxyde d'azote, qui sont deux autres gaz à effet de serre. Et on ne prend pas en compte les fluides frigo non plus dans le bâtiment.
directement. Et on ne regarde pas la fin de vie. On considère que le bâtiment va avoir une durée de vie de 30 ans, mais on ne regarde pas les émissions de carbone qui seront liées à la fin de vie du bâtiment, pour plein de raisons, notamment parce que comme on devait faire un calcul, enfin le CSTB qui était chargé de ça devait faire un calcul qui marche dans tous les cas de bâtiment, ça devait commencer à être très très compliqué de trouver quelque chose qui soit comparable. Donc en ça, on comprend bien que quand le gouvernement dit il y a une analyse de cycle de vie qui est faite sur les bâtiments neufs, c'est faux en fait. Ou c'est partiellement vrai, on va dire. C'est globalement faux, puisqu'on regarde qu'un seul critère et pas sur tout le cycle de vie. La limite qu'on a là-dessus, c'est le fait que beaucoup de bâtiments sont sortis de terre. On va construire de moins en moins de bâtiments neufs parce que la population va stagner d'ici à peu près 2030, d'après l'INSEE, qui se trompe rarement, pour plein de raisons. Il y a un vieillissement de la population, la bonne natalité baisse, etc. Le solde migratoire est quasi inexistant en fait. Et donc ça veut dire qu'il va falloir rénover beaucoup de bâtiments et donc on va pas beaucoup toucher, enfin le neuf ne va avoir qu'un impact comment dire, marginal. Donc puisqu'on est à l'AFE, on va aussi parler d'éclairage intérieur. Ça veut dire que l'éclairage des bâtiments neufs va être performant, mais l'éclairage des bâtiments existants, il peut dater des années 90 avec des tubes fluorescents au plafond, des ballasts ferromagnétiques, un interrupteur on-off, on pour allumer et off pour pas appuyer sur le bouton et laisser allumer toute la nuit. Et ce qu'on a en haut, oui, c'est les constructions, démolitions. Il y a certains bâtiments qui vont être rasés, d'autres reconstruits. Mais globalement, il restera plus que les démolitions et les reconstructions. Alors, si je veux améliorer l'existant, aujourd'hui sur les bâtiments, j'ai les RT existants mais dont on n'a plus trop de nouvelles, et on a le fameux décret tertiaire qui porte sur les bâtiments tertiaires, qui représente à peu près 30% du parc. Et dans ce décret tertiaire, justement, on parle de consommation au sens large. Attention aux 40% de baisse de consommation du décret tertiaire, c'est un gros piège. Le 40%, c'est le point de passage qui est demandé en 2030, mais l'objectif à la fin, c'est les 60%. Selon comment on passe par les 40%, on peut s'handicaper et s'interdire d'arriver à 60%. Il y a des impasses techniques et économiques auxquelles il faut faire attention. Si je reviens là-dessus, une tendance actuellement qu'on entend, c'est de dire on va transposer les règles de la RE 2020 pour faire de l'analyse de cycle de vie sur de l'éclairage public. Alors il y a deux erreurs, le bâtiment et les infrastructures, c'est deux choses différentes. Et en plus de ça, la RE 2020 ne traite que du bâtiment neuf et que d'une partie des bâtiments neufs, logement, bureau, école primaire et secondaire, et, pas de l'existant, alors que en éclairage, on a très peu de neuf et beaucoup d'existants. Et donc ce qu'on veut, c'est améliorer l'existant. Alors soit on démonte tout, on refait tout, soit sinon on requalifie ce qu'on a déjà sans forcément tout refaire. Quand on refait une installation d'éclairage, on ne va pas forcément refaire l'armoire et tout le réseau. Ça arrive, mais c'est pas obligatoire. Parmi les outils qui existent quand on veut du coup lancer des projets d'éclairage, il y a l'ACV qui marche très bien. Notez quand même que l'analyse de cycle de vie existe, enfin la norme qui régit les règles pour réaliser une ACV, elle existe depuis octobre 2006. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Les ACVistes, c'est le petit nom qu'ils se sont donné. Et puis le bilan carbone, il a été développé par l'ADEME en 2002. Donc c'est des règles qui existent déjà depuis longtemps. Ça a l'air d'être nouveau parce qu'on commence vraiment à se poser la question. On a bien compris que sur le plan climatique et énergétique, là en 2022, on a touché les deux murs qu'on a pris assez fort. Et on a bien compris que ça n'allait pas forcément s'inverser. Donc c'est des outils qui existent déjà, sur lesquels il faut être sensibilisé sur les grandes lignes, à voir après, selon les collectivités, selon les entreprises, s'il y a besoin d'avoir des gens spécialisés là-dedans, ou à l'inverse, s'il faut savoir à qui poser la question correctement. Et le gros sujet, c'est de savoir justement comment on pose la question. Quelle est la question qu'on pose? On peut trouver toutes les solutions en ACV, en bilan carbone. Ce qui est fondamental, c'est de savoir quelle est la question qu'on se pose. Et ça, aujourd'hui, c'est le problème le plus compliqué, qu'on soit collectivité ou entreprise. C'est quel est vraiment mon problème, quel est le périmètre de mon problème. Selon comment on définit l'unité fonctionnelle dont a parlé Paul tout à l'heure, parce qu'on parle d'unité fonctionnelle en bilan carbone, mais aussi en analyse de cycle de vie, si l'unité fonctionnelle est mal définie, si on a mal compris quel était le problème, on va avoir une solution qui sera parfaite pour résoudre un problème qui n'est pas le nôtre. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Alors,
j'ai pas regardé exactement d'où venaient les gens qui étaient là aujourd'hui. Il y a peut-être des collectivités, il y a peut-être aussi des entreprises. Il y a deux stratégies. Soit on attend, ça coûte rien. Il suffit juste de préparer des excuses pour expliquer pourquoi on n'a pas réussi à faire les choses et puis après on essaiera de rattraper le retard. Ou alors sinon on anticipe et on commence à se poser la question. Alors je dirais plutôt dans l'ACV que dans le carbone, puisque vous avez vu que en phase d'usage, le carbone va être relativement faible, puisqu'on va utiliser de l'électricité décarbonée en France. En revanche, quand on utilise de l'électricité, on n'a pas que du carbone. Il y a des émissions de plein d'autres choses, enfin des impacts sur plein d'autres choses. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir plusieurs critères à la fois. Et tous ces critères-là sont déjà recensés dans les fiches qui sont fournies par les fabricants. Les fabricants ne comptent pas que du carbone, en fait, ils comptent plein de choses. Et en s'y mettant dès maintenant, ça permet de progresser un petit peu et puis de commencer à se forger une certaine expérience, donc de capitaliser. Et éventuellement aussi, s'il y en a qui ont la question du business en tête, ça peut être aussi vu d'ailleurs côté collectivité, c'est de choisir le terrain sur lequel on va jouer. C'est-à-dire que si une collectivité a réussi à bien comprendre quel était son problème, en dehors de la question de la CV, quel est le sujet, quelle est la question à laquelle je dois répondre quand je fais une installation d'éclairage, à ce moment-là, je vais pouvoir poser cette question-là et avoir une solution pour ma question à moi, et qu'on ne m'impose pas des solutions à des questions que je ne me suis pas posées ou que je ne me poserai jamais. Voilà, j'en ai terminé. Je sais pas s'il y a des questions, j'ai pas trop regardé le chat, mais ça vous donne un aperçu de ce qu'on avait présenté donc à cette fameuse journée à l'IUT. Il y a une interrogation de Dany Joly sur la référence ADEME du poids carbone du kilowattheure électricité. Pour 2021, il y a un écart, il y a deux données. Alors, je sais pas à quoi elles correspondent. Je sais pas si toi tu peux expliquer. Il y en a une à 0,0581 kg CO2 et l'autre à 0,0653. Donc, un Ouais. décalage de quelques grammes. Qu'est-ce qui peut justifier deux valeurs de référence? Alors, s'il y en a deux pour l'éclairage public, ça me surprend. S'il y a deux valeurs, c'est peut-être une valeur 2021, une valeur 2020 ou 2022. Ou alors, sinon, ça se peut que ce soit deux valeurs, une qui concerne l'éclairage public et une qui concerne l'électricité au sens large. C'est-à-dire que comme l'éclairage public tourne la nuit, le mix énergétique la nuit pour produire l'électricité n'est pas le même que dans la journée. D'ailleurs, à cette heure-ci, là, si on va sur le site de RTE, on a une idée de ce qui est des moyens qui sont mobilisés pour produire l'électricité. Et là, comme on est en hiver et qu'il fait un petit peu frais peut-être aujourd'hui, on est peut-être plus carboné parce qu'on va avoir un petit peu plus de gaz qui va tourner. Donc ça vient peut-être de là. Et sinon, s'il y a vraiment deux valeurs, ça doit être indiqué. C'est Je vais y peut-être voir le détail. une erreur, je pense, parce c'est Dany là. Ouais, salut Dani. Il y a, ouais, salut Bruno. Donc c'est bien écrit électricité 2021, usage, éclairage public, consommation. Donc il y a le premier cadre où c'est 0,0581 grammes et un deuxième cadre où c'est écrit la même chose, électricité 2021, usage, éclairage public, consommation, et c'est 0,0653. Alors je sais pas, j'ai essayé de regarder dans les détails, mais il y a deux valeurs, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une erreur Ouais, ou est-ce c'est que une surprenant, valeur de mais début d'année ou de fin d'année, mais j'ai regardé après dans le détail, c'est bien année 2021. L'incertitude est à 30% quand même. Voilà. Bon, ouais, Oui, faudra. alors bah, l'incertitude, elle est forcément grande puisque déjà entre l'été et l'hiver, il va se passer des choses. L'hiver, on a pas mal de thermiques à flamme pour, euh, pour compléter les besoins qu'on a. Et quoique l'été, souvent le parc nucléaire est en maintenance, mais en général, on arrive à avoir un peu plus d'énergie renouvelable l'été, un petit peu de solaire, et puis on a moins de besoins. Donc, franchement, comme ça, là, je pourrais pas le dire. Ouais, non, mais J'étais faudra en poser la parallèle en train de question regarder à Bruno chez, Lafitte. Dany, chez si tu peux mettre RTE. le lien sur le site de l'ADEME, et puis je peux poser la question à Bruno Lafitte, hein, pour lui expliquer et lui Ouais, demander pourquoi il y a ces deux valeurs et quelle en est la raison, et je te ferai un retour. ouais, ok. Ben, je l'avais mis tout à l'heure dans le chat, je te le remets. Ah Oui, Eli, d'accord, ouais. je ne l'ai pas vu passer. Ah oui, ok, Ok. merci. Ben, je profite que j'ai un petit peu la parole. On a une opération d'éclairage dans laquelle on nous propose des mabois
Et on a demandé, bien entendu, à nous faire une analyse du bilan carbone et de l'analyse du cycle de vie. Je ne sais pas si parmi les collègues qui sont là ont déjà fait ce genre de travail ou si vous-même, Bruno ou Paul, avez déjà travaillé ce sujet-là. Ce qu'on a constaté, nous, déjà dans les éléments qu'on a eus, c'est que pour un mât acier galvanisé, il faut 2 mâts bois en termes de durée de vie. Dans le scope 3, exploitation, il n'y a pas pris en compte le fait de venir régulièrement entretenir le mât bois avec un produit, pas l'azur, mais un produit d'entretien. Voilà. Donc on est un peu interrogatif sur ces modes de calcul et de présentation des bureaux d'études maître d'œuvre. Vous l'avez fait que en carbone? Pardon? Vous l'avez fait que en carbone, la demande, ou vous avez demandé une étude multicritère? Étude multicritères, mais bon, on n'est D'accord. pas spécialiste non plus d'analyse de tout ça et c'est un petit peu Oui, c'est pour ça que je compliqué. dis que c'est intéressant en fait de savoir le lire. Et une fois qu'on Oui, sait le lire, on sait comment poser la question. Parce que sinon, exactement. le prestataire va choisir la réponse. Et peut-être que eux ne sont pas forcément très aguerris non plus là-dessus. C'est quand Mm. même assez nouveau, hein, dans les travaux publics de se poser ces questions. Ouais. Oui, alors juste pour compléter, c'est un point dans l'étude qu'on a menée l'été dernier, c'est un point qu'on a voulu regarder. Enfin, il y a différentes solutions techniques qu'on aimerait regarder et comparer. Je pense par exemple aux luminaires autonomes, voilà. En général, on regarde que l'aspect énergétique, mais on regarde pas les batteries, etc. Donc la question environnementale liée aux batteries, etc. Sur les mâts, comme je l'ai dit, on a eu quand même. Alors globalement, on a pu discuter avec tout le monde, des fabricants, les installateurs, etc., de gens qui ont quand même bien partagé leurs travaux et leurs données. Sur les mâts, c'est plus compliqué. Parce que bon, peut-être que tu fais référence à. Moi, je suis allé chercher un peu sur les sites des fabricants de mâts des fiches, alors fiches ACV ou fiches, ouais, des fois ils appellent ça fiches ACV, mais c'est bilan carbone, quoi. Donc c'est plutôt monocritère. Et c'est vrai que forcément, ceux qui vendent des mâts bois mettent en avant cette question-là parce que si tu regardes une partie, la fabrication, etc., le fait que le bois stocke du carbone, etc., il y a un certain avantage. Mais tu as raison, moi, j'ai pas vu sur ces fiches parce que déjà la référence, l'unité fonctionnelle n'est pas forcément bien précisée, mais que voilà, la durée de vie n'est pas la même qu'un mât acier ou un mât fonte. Il y a des actions de maintenance plus importantes, etc. Donc il faut bien intégrer tout ça dans le calcul, ce qui illustre une fois de plus le fait que c'est encore difficile aujourd'hui de faire un choix éclairé sur un choix technique sur ce plan-là, parce que les choses sont loin d'être carrées et chacun forcément met un peu en avant sa boutique, quoi. Donc il y a besoin d'éclaircir les choses. Mais c'est un travail qu'on est prêt à mener, nous, à partir du moment où on arrive à récupérer des données. Donc Mm. il y a des Ok, vraies questions. tout à fait. Merci. Alors les fiches, je vois qu'il y a une question dans le chat. Les fiches PEP des luminaires normalement sont fournies par les fabricants. En revanche, pour l'instant, elles sont pas forcément diffusées sur leur site, mais normalement, on peut leur demander. Pas très loin de chez nous, on a Rani notamment qui travaille pas mal dessus. Donc, je sais qu'eux, ils en ont. Si vous travaillez avec Rani, j'ai pas d'action chez eux, mais je sais que comme on les a croisés, on sait qu'ils en font. Philips doit sûrement en faire aussi parce qu'on les entend souvent parler d'analyse de cycle de vie. Et je pense que la plupart des gros fabricants savent faire. Les plus petits, comme souvent c'est des assembleurs, en fait, ils ont déjà les fiches PEP des éléments qu'ils vont utiliser, les modules et les drivers. Et reste à eux à voir s'ils arrivent à regarder l'impact de leur capot. C'est un exercice que beaucoup de monde sait faire depuis. La plupart des industriels savent faire depuis longtemps. En tout cas, ils ont les éléments pour le faire depuis très longtemps. Oui, Philips, parce qu'on a discuté avec eux à ce moment-là, était en train de revoir l'ensemble des fiches qu'ils avaient pu déjà produire depuis quelques années, justement par une actualisation, etc. Donc après, elles sont peut-être pas en ligne ou pas toutes, donc après il faut discuter directement avec vos référents régionaux.
Alors oui, c'est vrai, la question, est-ce qu'ils utilisent les mêmes critères, elle est pertinente. Justement, en discutant alors avec Rani, euh, la question qui se pose, c'est l'unité fonctionnelle. Et c'est ce qu'il faut lire en fait. Avant de lire une fiche PEP, il faut bien regarder ce qu'elle couvre. Et si on ne parle pas des mêmes unités, par exemple, Rani peut avoir des résultats très très bons. Ça dépend comment eux ont posé le problème. Et si ça se trouve, ils ont fait une analyse pour leur luminaire pour fournir 1000 lumens, là où d'autres fabricants vont le faire avec le flux du luminaire qui va être à 8000, 8000 15000, j'en sais rien. Et donc forcément, si on compare des choux et des patates, ça va pas marcher. Donc on va dire, bah, le fournisseur concurrent est moins bon, oui, mais peut-être que lui le faisait pour 8000 lumens. Et Rani fait partie des gens qui aimeraient que tous les fabricants se mettent d'accord pour avoir un référentiel commun, une unité fonctionnelle commune sur laquelle tout le monde va faire les calculs. Et on va dire qu'aujourd'hui, c'est ceux qui fournissent le plus d'infos qui vont probablement être capables de choisir le terrain sur lequel ils travaillent, ce qui se fait à chaque fois qu'il y a la moindre normalisation. C'est ceux qui ont le plus creusé le sujet qui sont capables à peu près de définir le terrain de jeu. Il y a Pierre qui a une question. Non, juste pour finir, pardon, sur la comparaison. Alors, normalement, alors je sais pas, c'est Isabelle. Donc, la comparaison d'autres fabricants, bon, Bruno l'a dit, puis je l'ai présenté. Normalement, sur les luminaires, on devrait avoir moins de soucis parce que justement, il y a ce PSR qui définit les règles qui s'appliquent à tout le monde. Et c'est les mêmes règles, dont d'unité fonctionnelle, c'est bien précisé. Alors que certains se trompent dans l'application à leurs dépenses, c'est un peu dommage. Mais ce qui serait intéressant, si vous avez fait ce travail comparatif, c'est qu'on en discute pour voir justement, parce que nous, on a regardé un petit peu à droite à gauche, mais on n'a pas été voir, on n'est pas allé comparer, par exemple, des luminaires, puisque des luminaires qui sont assez semblables, hein, chez 3-4 fabricants, regarder un petit peu ce que chacun donne. Si vous l'avez fait, ce travail, ça nous intéresse de le partager. Pierre? Ouais, Pardon. bonjour. Moi, effectivement, j'ai essayé. Je travaille à la ville de Strasbourg, à l'éclairage public. J'ai essayé de travailler sur un chantier bas carbone. Donc, je confirme ton chiffre. Effectivement, les TPC, c'est assez consommateur de gaz à effet de serre. Mais il existe des fabricants de TPC qui sont à 95% recyclés. À 20 centimes le mètre linéaire de tube, c'est faisable. On a travaillé sur les bétons bas carbone des massifs. Il y a certains fabricants comme Stradal qui sortent des bétons bas carbone maintenant pour les massifs. Très dur à l'obtenir quand c'est des massifs coulés. Les mâts bois, on a fait la même remarque que Nantes, que Dany. Ça veut dire que ça coûte très cher pour le gain. Et je confirme que pour les luminaires, il y a des écarts très importants entre les différents fabricants sans explication. Voilà. Mais votre présentation est très bonne et j'obtiens à peu près les mêmes résultats. Et Pierre Albrecht, c'est ça? Oui, c'est bien Pierre Albrecht de l'éclairage. Ah d'accord, j'avais bien reconnu ta voix. Ouais. J'étais pas sûr. Écoute, tu salut, mais je suis perdre dans les Hauts-de-France. Ouais, ben, je suis bien là-haut. Mais non, mais je confirme ce que vous dites. C'est un vrai sujet, les bilans carbone en éclairage public, et on peut faire de belles choses. Oui, parce qu'il y a la question des équipements pris individuellement. Donc, l'idée, c'est que chaque élément soit comparé pour faire le bon choix. Mais après, c'est vrai que c'est pas mal de regarder aussi l'aspect ensemblier d'un projet complet qui peut être intéressant. Et je sais que nous, on doit se pencher aussi sur le cas de la rénovation. La rénovation, ben, ça fait changer éventuellement des luminaires, des câbles, etc., des interventions terrain, et on doit regarder un petit peu le coût carbone de rénovation et éventuellement les comparer avec des choses neuves ou autres. Enfin, il y a un gros travail à faire. Alors, il y a aussi une question dans la conversation là sur la comparaison solaire contre conventionnel, on va dire. Alors là, on va parler de coût carbone et puis on va parler pas que de coût carbone parce que dans le solaire, il y a une batterie et un panneau. Et, euh, et donc, en termes de carbone, déjà, ça peut peser un petit peu. Mais le problème de l'électronique, c'est pas que le carbone, il y a l'utilisation des métaux et la pollution de l'eau qui pèse très lourd en ACV. Et typiquement, si on compare voiture thermique et voiture électrique,
Alors au début, on va dire voiture thermique, c'est pas bien en carbone parce que ça brûle du fossile. Effectivement, la voiture électrique est beaucoup mieux au bout d'un certain temps d'utilisation, mais la bascule se fait très vite, surtout avec un mix électrique français. Quand on regarde les autres critères, c'est moins franc. Alors ça veut pas dire que c'est pas bien la voiture électrique, c'est-à-dire que la voiture électrique est extrêmement performante en carbone. Et après, sur le reste, elle va être des fois moins bien, des fois beaucoup moins bien. En métaux, par exemple, il y a énormément de métal dans une voiture électrique. Idem entre un mât photovoltaïque avec batterie, donc panneau photovoltaïque, batterie, et puis un mât classique. Faire du terrassement et enfouir un câble, ça représente un petit peu de travail, mais fabriquer un panneau et une batterie, et en plus les recycler derrière, ça a aussi beaucoup d'impact. Alors je ne sais pas exactement combien il y a de métaux dans un panneau solaire et une batterie, mais pour vous donner une idée, dans un smartphone, on a la moitié de la table des éléments de Mendeleïev, celle que vous aviez en cours de chimie. La moitié des éléments sont présents dans un smartphone. Donc ça veut dire qu'on est obligé de rassembler énormément de choses très compliquées. Donc ce serait intéressant de voir quand même sur le cycle de vie si c'est intéressant ou pas de brancher des mâts au réseau ou alors de mettre des panneaux plus des batteries. Alors c'est une étude que nous on essaye de mener avec un laboratoire prochainement. Donc on attend de voir si c'est confirmé. Là on est dans les programmations annuelles. Donc moi c'est un objectif que je me suis fixé parce que voilà on veut pas regarder que l'aspect carbone de ces solutions et regarder aussi l'aspect sur les autres critères quoi, environnementaux. Et notamment que la batterie, elle n'a pas la même durée de vie qu'un réseau classique, quoi. Hein. Donc, s'il faut la changer en plus une ou deux fois pendant la durée de vie de l'installation, etc. Donc, faut regarder tout ça, bien sûr. Alors d'abord, super. Merci beaucoup. Attendez, je vais remettre un petit peu ma caméra quand même pour qu'on me voit quand je cause. Merci beaucoup. C'était très très intéressant, même si j'avoue qu'il y a des petites choses, voilà, qui me. Il va falloir que je le passe au ralenti, comme a dit Bruno tout à l'heure. Hein, ce sera mieux pour moi. Mais en tout cas, très instructif. Je crois qu'il y a encore, il y aura sûrement des suites à donner à ce webinaire-là, puisqu'il y a des études en cours et des questions qui restent encore sans réponse. Donc, un grand merci pour tous ceux qui ont écouté. Comme l'a indiqué Margot dans le chat, le webinaire sera donc disponible en replay la semaine prochaine et donc il sera envoyé à tous les participants. Et pour nos deux intervenants, Bruno, Paul, merci mille fois. C'est très très intéressant et ça prouve qu'on a encore un grand chantier devant nous en éclairage pour essayer d'être un peu plus vertueux. Mais aussi, je crois aussi dans la donnée au départ. Voilà, dans la transparence et la donnée. Il y a un vrai gros travail à faire. Donc on suivra tout ça avec beaucoup d'attention. Merci, même s'il m'entend pas, Roger aussi pour avoir organisé ça au nom du centre régional. Peut-être que du coup, vous serez peut-être amené à refaire encore ce webinaire pour d'autres régions. Cela dit, comme le replay sera disponible, on pourra quand même, on va pas vous solliciter à chaque fois, même si c'est très agréable, mais je préférais vous C'est offrir toujours un un café, un plaisir. croissant. Oui, mais bon, vous êtes un peu loin, certes. On voit qu'il y a du soleil chez vous, il y en a beaucoup moins chez nous. Ouais, mais ça me Donc, gêne, je l'ai dans les yeux là, c'est embêtant. excuse-nous, on va te laisser aller prendre un café dehors tranquillement en terrasse. On est désolé. Hein. D'accord. Donc, merci beaucoup. Merci à tous les participants. N'hésitez pas si vous avez des questions. De toute façon, vous pouvez les envoyer soit sur AFE, Oui, je mets afe-éclairage.fr mon et mail moi, je les aussi. ferai suivre. Voilà, il y a le mail de Bono. Moi, je ferai suivre de toute façon et Roger fera de même. On fera suivre les questions qu'on pourrait avoir à Bruno et Paul. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci pour le temps et merci pour surtout l'expertise dans ce domaine. Merci mille fois. Et je vous souhaite Bonne une journée très à tout le belle monde. journée et un très bon week-end à venir. Bonne journée, à bientôt. Merci, au Bonne revoir. journée.